cool. Bonjour à tous. Salut Thomas. Salut Hippo. Merci à tous d'être présents pour ce nouvel épisode de Partnership Zero to One. Pour rappel, en très bref, Partnership Zero to One, donc c'est le webinaire de la communauté Partnership. Donc toutes les 2 semaines, on interroge les meilleurs experts du job et du milieu et de l'écosystème sur des stratégies pour qu'ils nous partagent leurs meilleures stratégies et méthodologies en partenariat. Pour rappel aussi, Partnership, c'est la communauté et le média dédié aux experts et expertes en partenariat. On réunit plus de 1300 leaders sur notre Slack et on anime cette communauté avec notre média, donc notre newsletter, dirigé du coup par Martin, le podcast par Alexandre et évidemment du coup nos webinars. Et on fait quelques événements aussi physiques, donc avec des masterclass. On aura bientôt de nouvelles masterclass. Je vous en dis pas plus. Suivez-nous sur les réseaux. Euh, c'est parti du coup pour cet épisode. Aujourd'hui, on va se pencher sur comment créer, lancer du coup sa stratégie de partenariat avec Thomas. Donc, on va aborder du coup toutes les meilleures, enfin, on va aborder du coup toutes les meilleures méthodologies euh, quels sont les ressources à mettre en place, comment évaluer du coup son produit, est-ce que c'est que d'être partenaire. On va regarder un peu quels sont les types de partenariats les plus adaptés selon la taille, la maturité. Je vous en dis pas plus et pour répondre à ces questions, et j'ai le plaisir du coup d'accueillir Thomas Lequin. Thomas, du coup, tu es Fractional Partnership. Yes. Merci Ah, c'est normal. d'avoir accepté. Merci. Ouais, bah, en fait, on se connaît bien avec Hippo depuis pas mal de temps. Donc moi, je me suis lancé sur le sujet en freelance depuis maintenant 1 an. J'ai démarré le 14 mai de l'année dernière et j'accompagne des boîtes sur tous les sujets, soit en advisory, soit en fractional, avec une spécialité sur le B2B SaaS, sur les sujets de partenariat. Et moi, ça fait une dizaine d'années que je fais ça, soit dans des grands groupes, soit dans des startups, avec Spendesk, qui est la plus grosse avec qui je l'ai fait entre 2020 et 2024. Ok, c'est trop cool. Attends, et peut-être avant de commencer, comment est-ce que tu as découvert du coup les partenariats? Parce que pour rappeler, en fait, t'es tombé dedans peut-être un peu par hasard, non, c'est ça? Ouais, un peu je sais pas si c'était par hasard, mais c'est en 2017, j'ai rejoint une boîte qui s'appelle Tereos, en fait, que personne ne connaît, mais que tout le monde connaît au final. En fait, c'est un groupe français sucrier qui fait maintenant qu'il va faire 7 milliards de CA. Et en fait, quand vous buvez du coca, ce qu'il y a dedans, c'est le sucre de cette boîte-là, en gros. Et à l'époque, c'est un moment où la boîte voulait faire du corporate développement, soit sur de l'acquisition, soit sur des partenariats. Et moi, j'ai été mis sur tous les partenariats et j'ai géré les partenariats pour eux sur tous les aspects avec les startups et avec les autres pays pendant 3 ans. Et c'est là où je suis tombé dedans, en étant petit, on va dire, dans le monde des partenariats. Donc ouais, comme Obélix, quoi. Exactement. Je suis pas Obélix, mais c'est le même principe, ouais. Ok, bah écoute, super intéressant. Et là aujourd'hui, peut-être un peu en exemple, quelles sont les boîtes du coup que t'as accompagnées du coup dernièrement? Tu es passé chez Spendesk depuis que tu es parti chez Spendesk. Ouais. Bon, on en parle régulièrement, mais du coup, tu as quand même accompagné là en l'espace de un an, en fait, quoi, trois boîtes, c'est ça? 4 boîtes? Si on compte l'advisory, plutôt 6, avec qui j'ai travaillé depuis 1 an. Donc en fait, j'ai fait une boîte qui était plutôt dans la crypto. Ils ont embauché un head of partnership il y a 1 an et demi et je l'ai aidé à faire sa stratégie au début pour la pitcher au C-level. J'ai fait des missions de fractional, donc une boîte qui s'appelle Happy Day, qui est plutôt dans la green tech, et une qui s'appelle Attention, qui est un note taker assez connu maintenant aux US. Et j'ai fait aussi des missions avec une boîte, par exemple, dans la signature électronique, où j'ai fait un audit de tout ce qu'ils font, et maintenant je coach les équipes. Ou j'ai fait aussi une mission avec une boîte qui était plutôt dans les RH, qui voulait se lancer et qui voulait mettre comment dire, un canal sur le partenariat depuis le début. Donc j'ai des boîtes un peu de tous les univers, mais le point commun, c'est le B2B SaaS, qui est un peu ma spé et ce que je préfère faire. Bah écoute, trop cool. Bon, pour peut-être pour débuter, parce que voilà, peut-être commençons à parler du coup des fondamentaux et prérequis, et c'est de comprendre quels sont les indicateurs qui montrent qu'une entreprise est prête à se lancer dans les partenariats. C'est chaud du coup d'avoir ton retour d'expérience après avoir vu du coup, du coup tes dernières boîtes que tu as accompagnées. Ouais. En fait, en gros, quand on a préparé ce call avec Hippo, on s'est dit qu'on pouvait essayer de mettre en place un peu ce que j'ai fait moi avec mes clients, mais de l'expliquer un peu en 5 étapes. Et en fait, la première étape que je fais avec chacun, c'est ce qu'on appelle un peu les fondamentaux. Les premières choses, c'est les questions que je pose quand j'ai mes calls avec mes prospects, qui permettent de savoir un peu s'ils sont prêts ou pas à aller sur les partenariats. Moi, il y a 4 points que je traite souvent avec eux et après on essaie de les noter. Le premier, c'est est-ce qu'ils ont besoin d'un levier externe pour croître, ou alors s'ils sont trop tournés sur l'interne, ça veut dire qu'ils sont pas très ouverts à l'externe et c'est pas le bon moment pour eux. Donc ça peut être soit à travers de la distribution, soit à travers des intégrations, soit à travers du service.
S'ils sont limités, par exemple, avec certains clients parce qu'ils n'arrivent pas à faire l'onboarding, c'est peut-être le moment d'avoir un levier externe pour le faire. Le deuxième point, c'est est-ce qu'ils ont une fonction go-to-market qui est un peu stable et industrialisable. En fait, si on ne sait pas de quoi on parle et ce qu'on vend, ça va être dur de former des gens à faire ça. Donc, il faut souvent qu'il y ait un peu quand même d'ops en place et qu'on ait des méthodologies qui sont un peu éprouvées. Donc, on va dire, c'est le levier externe en premier, la fonction go-to-market stable. Ensuite, c'est un leader qui porte le projet. Moi, j'accompagne surtout des boîtes qui sont série A ou série B. Et je m'assure que le CEO et ou le CRO sont à fond sur le sujet. Et en fait, le dernier, c'est vraiment une approche philosophique. C'est est-ce qu'on est prêt à être en win-win? Je vois souvent des boîtes qui sont très fermées sur elles-mêmes. Est-ce qu'on est prêt à partager de la valeur avec d'autres? Donc, je dirais, c'est levier externe pour croître, le go-to-market stable, un sponsor en haut et la volonté de partager la valeur avec d'autres boîtes. Si on a ces 4 éléments, ça veut dire qu'on est prêt à aller sur les partenariats. Et c'est clair, surtout que je le vois de plus en plus des boîtes qui veulent se lancer du coup en partenariat et qui ont pas cette vision de se projeter à un. Il faut avoir quand même du coup une sales motion un peu établie où certains veulent se lancer en fait direct sans avoir bien cadré donc leurs produits, leur manière de vendre. Alors qu'effectivement, tu l'as bien dit, il faut déjà savoir comment toi vendre pour pouvoir l'enseigner à d'autres pour qu'ils eux-mêmes puissent vendre en indirect. Ouais, ils ne se rendent pas compte souvent. Donc, en fait, quand tu fais de l'enablement de partenaires, c'est encore plus dur que de l'enablement interne parce que les gens, ils connaissent pas ta boîte et c'est pas leur boîte. Donc, si tu as pas une façon de vendre qui est un peu structurée, c'est peine perdue de le faire avec des partenaires. Tu auras l'air con assez vite. Donc, c'est ce que j'évite de faire. Ouais, c'est clair. Il faut que les gens du coup, ouais, faut que toi tu sois comment dire, en confiance du coup sur ton produit pour arriver à euh, engager du coup tes partenaires à qui c'est pas le focus, ils sont pas payés pour, Ouais, notamment des exact, ouais. sales. Il faut aller les Exactement. chercher. Enfin bon. Et quelles sont les ressources du coup au minimum, ou enfin nécessaires du coup pour se lancer? En fait, en gros, si on se dit qu'on veut y aller, il faut qu'on mette des ressources. En fait, humaines, déjà en premier. C'est de dire, si on est plus petite boîte, on peut mettre 0,5 FT sur le sujet, ou un mec comme moi, ou alors comme toi, en part-time. Mais moi, ce que je recommande, c'est plutôt, si c'est prioritaire pour la boîte, c'est quand même prendre quelqu'un qui est en mesure de le faire, qui est un peu senior, parce qu'il va falloir apprendre, il va falloir faire le 0 to 1. Et si on prend un junior, ça risque d'être un peu galère à gérer. Donc, soit un junior qu'on coach, soit une personne un peu plus senior. Et ensuite, c'est avoir des soutiens en interne. Donc, un soutien au niveau de la technique, s'il y a un sujet API, etc., avoir vraiment un référent produit et un peu d'euros pour pouvoir faire des choses. En fait, quand on lance des collaborations avec des partenaires, on n'a pas forcément des leads au début et des choses à faire, donc on peut peut-être faire du marketing. Et si on n'a pas de budget pour faire le moindre event, en fait, on n'est pas sérieux. Donc, je dirais, il faut au moins une demi-personne qui est plutôt senior, du soutien du market et de la technique s'il y a des intégrations. Et le 3, c'est un peu de sous pour pouvoir avancer. Donc finalement, ce que tu dis là, ça vient un peu à contre-courant de ce que font les pas mal de boîtes, à savoir dire bon, on veut lancer les partenariats. Donc en fait, on met pas de budget tant qu'il n'y a pas de résultat. On veut tester, donc on va mettre du coup un sales ou un marketing qui va traiter l'inbound et va voir si est-ce que du coup ça fonctionne. Donc ça, en fait, finalement, toi, tu viens un peu enfin, tu viens à contre-courant en fait de ça pour arriver à bien lancer une stratégie de manière, enfin une stratégie partenariat de manière très claire, Ouais. seniorisé avec de la technique, de la méthode, du rythme. Bah, en fait, c'est en gros, je comprends les boîtes qui se disent on n'a pas envie de s'éparpiller. On a déjà de l'inbound et de l'outbound. En fait, on a peu de sous, donc il faut qu'on priorise les sujets. Mais en fait, quand je leur parle, j'ai dit, en fait, c'est quoi votre vision? C'est d'être là dans 2 ans ou d'être là dans 10 ans? Pour être là dans 10 ans, il faut faire du partenariat. Donc, si vous démarrez maintenant, vous avez un edge pour la suite. Quand vous allez faire votre série B ou votre série C, s'il y a le stream qui commence à être ouvert avec une personne qui est senior, bah, vous avez un élément différenciant face à la concurrence. Quand vous avez 4 bidières et que vous dites, est-ce que je vais en prendre un cinquième? Bah, peut-être mettez le budget sur du partenariat et peut-être ça pourra vous aider à aller plus vite, plus loin. Moi, c'est plus de dire, j'ai conscience de vos problématiques en termes de budget, mais si vous voyez long terme, mettez l'argent là où ça a du sens pour le futur et pas que pour le court terme. On parle souvent du terme d'être partner ready. Comment est-ce qu'on peut évaluer si notre produit ou service est partner ready? En fait, c'est des choses qui sont assez simples. S'il y a un sujet au niveau de l'intégration, c'est est-ce que tu as de la documentation, est-ce que tu as une API? Donc, est-ce que tu as un portail pour les développeurs avec une API, avec une doc assez simple? Le deuxième, c'est est-ce que ton produit a de la valeur pour les gens avec qui tu vas faire un partenariat? Donc en gros, si tu es assez fermé, et ils peuvent pas faire de service, ils peuvent pas le revendre, ils peuvent pas l'intégrer avec leurs outils, qui aura envie de travailler avec toi? Donc ça, c'est un peu limite. Et le deuxième, c'est ils génèrent de la valeur mutuelle. Parce qu'on a tendance à dire oui, en fait, on va mettre en place un programme de referral, ils vont gagner des sous à chaque fois que je vends mon produit.
Mais en fait, c'est pas une valeur mutuelle. Il faut trouver un moyen de se dire, quand ils placent mon produit, ils arrivent à vendre peut-être ce service en plus ou à mettre cet aspect-là en plus. Donc moi, je dirais, c'est des aspects techniques qui sont smooth pour les équipes, c'est valorisable pour toi et pour eux, et la valeur est vraiment commune. En gros, c'est un peu comme ça que je verrais la chose, au niveau de si on est partner ready ou pas. Ouais, c'est clair. Bon, peut-être passons du coup sur l'alignement et la stratégie. Tu parlais dans un de tes points, du coup, il fallait obtenir du coup l'adhésion et l'alignement des C-level. Comment est-ce que tu l'obtiens? Comment est-ce que toi tu le fais en prenant du coup ton expérience sur les 6 entreprises que tu as accompagnées? Bah, en fait, en gros, même, je pourrais le faire sur toutes les boîtes, hein. Même quand j'étais avec Tereos, et cetera, j'ai pu signer mon plus gros deal à l'époque parce que j'avais le buy-in, d'un directeur de BU. En fait, le gros enjeu du partenariat, c'est que c'est, une option. On va toujours être en comparaison avec d'autres choses. En fait, c'est pas comme, on va dire les sales où tu es obligé de vendre, ou le marketing, tu es obligé d'en faire. Le partenariat, c'est une option nouvelle qui te permet d'aller plus loin sur, différents sujets de ta boîte. Donc en fait, ce qu'il faut faire, il faut trouver quels sont les enjeux des C-level et essayer de mapper comment le partenariat peut y arriver. Donc en fait, s'il y a des sujets juste de distribution, tu peux le faire sur ça, mais souvent il faut l'ouvrir un peu plus large pour se dire, bah en fait, voilà comment est-ce qu'on peut t'aider. Et après, il faut aussi leur faciliter la vie. Ils savent que s'ils font du marketing, ils peuvent mettre un peu d'ads au début, après ils pourront augmenter. Faut faire la même chose en partenariat. Faut dire, tu prends quelqu'un, tu mets un peu entre guillemets de sous sur cet aspect-là. On voit que ça marche, et après on accélère. Mais c'est pas on teste et après on arrête. C'est on le fait petit à petit. Donc en fait, c'est le crawl, walk, run en gros. Et le dernier élément, c'est de se dire, ok, j'ai leur buy-in, j'ai le comment est-ce qu'on pourrait le faire de façon simple, leur montrer que c'est un standard de marché. Aujourd'hui, la plupart des boîtes qui ont fait une IPO, ils ont un stream de partenariat. Donc en fait, c'est leur dire, jette-toi à ton exit de boîte ou à quand tu le vends à des VC sur comment est-ce que ça va être dans 7 8 ans. Montre que tu as ça en tête en termes d'axe stratégique. Donc ça, c'est moi les 3 choses que je mets en place. OK, et ça, est-ce que du coup, tu te retrouves parce que finalement en projetant du coup les C-level sur une vision très long terme en disant, bah, en fait, finalement, tout ce qui est, grands groupes, grandes boîtes, IPO, hyperscaler, ils sont tous, focus du coup partenariat. OK, tu les projettes loin. Mais est-ce que du coup, tu te retrouves à faire de l'éducation, sur les partenariats à ce moment précis, en leur expliquant ce que c'est, quelles sont les typologies et cetera? En fait, ouais, mais ce que je ressens quand je fais ce genre de choses, c'est que quand on parle après et qu'on fait des points toutes les 2 semaines sur l'avancée des partenariats, on parle pas de, tu as parlé à combien de mecs? On parle de, c'est quoi tes feedbacks? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as appris sur le marché? Et en fait, on peut ensuite en parler aux autres membres des équipes et en fait, on essaye comment dire? Je trouve pas mon mot, mais en fait, de donner un vernis du partenariat à toutes les équipes qui fait qu'elles commencent à y penser. Je vais donner un exemple avec Attention. En gros, donc c'est un outil, on va dire, c'est un concurrent de Gong pour faire simple. Et nous, on vise plutôt des boîtes du mid-market, mais on a pas mal de demandes sur des boîtes qui sont du SMB. Et en fait, on a une équipe de CSM qui va pas exploser. Et en fait, vu qu'il a compris qu'on pouvait faire du service sur ce sujet, le CEO, bah, on a structuré avec des tiers déjà les clients et on s'est dit, OK, on va pas embaucher sur le côté CSM, on va prendre des partenaires. En fait, il est pas en mode est-ce qu'on va le faire, c'est plutôt quel type de partenaire il nous faut pour ce type de client-là et on est dans sa vision. Donc c'est plutôt avec ces approches-là où je trouve qu'on est pertinent parce qu'on répond à des besoins du business et pas juste une ligne qui fait tant d'euros par mois et tant de leads par mois. Ça, c'est une des conséquences, mais c'est pas la vision globale. OK. J'ai l'impression qu'en fait, finalement, tu es un peu bon, tu as tes techniques, tu es un peu un explorateur, qui va analyser, qui va aller chercher de l'information, du coup, sur le marché, qui récupère ces informations, qui donne, du coup, qui va distiller ces informations en résumé, au C-level, qui va en fait, d'une certaine manière, ça va lui donner des infos de marché et en même temps, ça va l'éduquer, du coup, sur les partenariats et en fonction de ça et du besoin et des objectifs ou enfin, tout le moins des next steps, se dire: «OK, bon, maintenant, on va aller voir les sales et ou le marketing et ou, le product pour leur filer les informations, pour leur dire voilà, il se passe ça, avec les partenariats, on pourrait faire ça, 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 ça. C'est un bon résumé ou pas? Ouais, c'est ça, c'est ça. En fait, en gros, on infuse, c'est le mot que je cherchais, le concept de partenariat à tous les niveaux. Et en fait, la force comment dire, de cette approche-là, c'est qu'en fait, les idées vont venir des gens qui travaillent dans la boîte et des opportunités qu'ils voient. Moi, avec Attention, et je pense que les sales, ils m'appellent chaque semaine avec des opportunités de partenariat. Alors qu'avec Spendesk, on n'avait pas fait ça à l'époque. Et c'était un peu une galère parce que je devais aller les voir. Là, ils me disent, ah, mais il y a ce client, en fait, il bosse avec un tel. Est-ce que tu pourrais pas les appeler pour moi pour qu'on voit comment est-ce qu'on peut faire du co-sell avec eux? Donc là, on a un deal en ce moment qui va être à 70K à l'année, qu'on fait en co-sell avec une agence qui a été identifiée par un AE. En fait, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire au niveau de l'alignement, c'est que chacun voit le bénéfice à son niveau pour que le partenariat s'intègre dans la boîte. OK.
Ouais, ouais, c'est ça, c'est vraiment le goal, le goal d'avoir, du coup, toutes les toutes les équipes qui sont éduquées, qui savent du coup à quoi ça sert. Tu as une vraie collaboration en interne et tu arrives même à obtenir du coup cette adhésion et cette collaboration en externe, mais tu arrives à avoir du coup tout ton écosystème complètement maillé, quoi. Ouais, et c'est super important de le faire tôt. Je te coupe la parole sur ça, mais c'est que, avec Spendesk, moi, je suis arrivé plus tard sur les partenariats. Il y avait une personne que tu as reçue avant, Mathieu, qui s'en occupait avant et qui est parti. En fait, on avait fait la strat ensemble avec Matt. Et le souci, c'est qu'il y avait déjà des équipes qui étaient structurées, qui n'avaient pas la vision de partenariat. Et il s'est cassé les dents sur les API à l'époque. Moi, pareil. Et maintenant, quand j'arrive sur des boîtes qui sont plus jeunes, en fait, en leur infusant ça depuis le début, ça fait que c'est beaucoup plus simple à mettre en place. En fait, c'est vraiment clé en termes d'alignement de le faire tôt pour que les équipes, elles apprennent avec ça. OK, ouais, c'est clair et quand tu arrives dans une boîte, comment est-ce que tu construis, ta ta value proposition attractive du coup, pour les partenaires? Enfin, ta partner value proposition? Bah, en fait, en gros, je réfléchis à quand je parle à un partenaire, je parle à souvent à un partenaire ou un CEO de cette boîte-là. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est sa top line, sa marge et sa croissance. Et en fait, j'essaie de trouver une value propre qui est liée à ça. Donc, tu vois, quand je vais parler à une agence qui fait du HubSpot, je vais lui demander combien de millions d'euros elle fait de revenus à l'année, de quel type de produit ça vient. Oui, il y en a un avec qui j'ai parlé, 12 millions, il faisait 6 avec HubSpot, 3 avec Lay et 3 avec le reste. Et je disais, bah, en fait, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme priorité pour que je rentre un petit peu dans ta vision de revenu. Donc j'essaie de me caler avec ça pour qu'ensuite mes propositions elles soient alignées avec je t'aide à faire une meilleure marge parce que tu vas pouvoir utiliser mes produits pour tes équipes, ou alors je t'aide à aller chercher des nouveaux marchés, ou alors je t'aide à avoir un top line un peu plus important parce que tu peux avoir une marge additionnelle sur chacun de tes clients. Et quand tu parles comme ça, t'es pas sur le produit, tu es sur la vision de la boîte. Et après, si tu sers le comment dire tous ces outils, et ben c'est bon, ça rentre dans la strat. Donc c'est pas une approche feature, c'est plus une approche vision et revenu qui marche avec ce type de partenaire. En fait, du coup, tu viens questionner les partenaires sur leurs attentes, leurs besoins, sur qui ils sont et comment toi, avec, ton produit, ta vision, enfin tout ce qui comment dire? Tous les éléments en fait de ta boîte, comment est-ce que tu pourras apporter du coup de la valeur à ton partenaire? Comment tu vas Ouais. pouvoir apporter de la valeur en fait finalement au client final? Est-ce qu'il va pouvoir aussi aider le partenaire? Et finalement en récupérant ça, donc tu as enfin tu as des fiches du coup partenaires, bah 1, 2, 3, 4, tu trouves un alignement et tu essayes du coup de construire ta proposition de valeur comme ça. À peu près du coup bien résumé? Ouais. Et après, ça permet aussi, je trouve que cette approche-là d'être plus sur la vision et pas sur les features, etc., de savoir assez vite s'il y a un match ou pas avec le partenaire. S'il te dit qu'en fait, c'est pas sa priorité, oui, il a déjà des gros avec qui il bosse, etc., bah, tu sais que même si tu as la meilleure value prof, tu ne seras pas aligné avec lui. Pour compléter ce que tu as dit, je cherche pas à me dire quelle est la valeur que j'ai pour eux. C'est plutôt qu'est-ce qu'ils cherchent comme valeur pour voir si je match la valeur qu'ils cherchent. Ouais. C'est plutôt ça que je fais comme approche. Ouais, Et c'est ne clair. pas, et ne pas avoir peur de dire non si tu peux pas servir leurs besoins. Ouais, bien sûr. Bah, ça, c'est important de savoir dire non et pouvoir, se focus et sur les partenaires du les plus clés et ce qui me permet du coup de passer sur un autre sujet qui est plutôt sur l'IPP. Donc, quelle est la méthodologie pour définir les critères de sélection d'un partenaire? Donc l'idéal, partner profile, selon toi? Alors, je vais peut-être dire un truc qui est un peu, ce qui est pas dit peut-être le plus sur Internet, mais moi je trouve que passer du temps sur son IPP, c'est bien, mais c'est pas le plus utile. En fait, en gros, le mieux, c'est d'avoir un peu trois, quatre grands sujets que tu dis, voilà où est-ce que j'aimerais aller. Et après, il faut y aller. Il faut appeler, il faut comprendre, il faut pas passer du temps avec eux. Donc, moi, je dirais les quatre éléments que je note un peu au début qui me permettent de les prioriser, c'est est-ce qu'on a une compatibilité sur le go-to-market? Donc, est-ce qu'on a les mêmes clients, on a le même modèle un peu commercial? Le deuxième, c'est est-ce qu'on a un alignement sur la culture de boîte? C'est est-ce qu'on est de la même génération? Est-ce qu'on a la même agilité? Est-ce qu'on est capable de mettre du temps ou pas sur les partenariats? Donc un, c'est le go-to-market. Deux, c'est la culture. Trois, c'est la capacité à livrer. Est-ce qu'ils ont des ressources pour aller avec le partenariat? S'ils en ont pas, je vais prendre un exemple. Si c'est une agence qui a pas de sales, t'es sûr qu'ils mettront jamais en avant ton produit parce qu'ils vont toujours être sous l'eau sur le delivery des clients. Donc, par exemple, s'il n'y a pas de sales dans une agence, pour moi, c'est pas une priorité. Et le 3, plutôt le 4, pardon, c'est est-ce qu'on va plutôt chercher à faire de l'influence ou de la distribution qui va avoir pas le même approche dans le choix du partenaire. Et ça permet d'avoir, avec ce que tu aimes bien faire, une scorecard assez claire ou une liste peut-être de 8 à 10 questions. Tu es capable de savoir si c'est un bon fit ou pas pour toi. Ouais, c'est ouais. Ouais, assez smart du coup de voir du coup
ce prisme-là, comment tu cibles du coup tes partenaires. Et peut-être passons du coup sur plutôt la mise en place opérationnelle. Dans le podcast avec Alex, Yes. tu disais une chose que je trouvais assez smart, c'est de dire en fait finalement, il faut mettre un P enfin toi tu me dis du coup si j'ai bien entendu, tu disais qu'il fallait mettre assez rapidement un PRM du coup pour pouvoir, traquer, les informations du coup, enfin les échanges avec tes partenaires et cetera. Quels sont un peu les outils, pour démarrer? Parce qu'il y a vraiment des teams à soit un mettre un PRM du coup assez rapidement en place, soit 2 il y en a qui se disent: «Bon bah, on se met plutôt au format, inside du coup de la boîte et être lié au CRM et assez rapidement demander à un ops de pouvoir monter son CRM, custom, fine tune, partenariat ou alors, se la jouer: «Bon écoute, je prends un Notion, un Google Sheets, on y va, avec, un bâton et un bout de papier et let's go». Tu plus du coup quel team et comment est-ce que tu fais toi pour démarrer du coup, une stratégie partenariat de manière opérationnelle? Pour moi, il y a les outils, ça doit servir à 3 choses. Une, à t'aider à faire ton taf toi déjà. Donc déjà, la priorité, c'est que tu délivres, dans ce que tu fais. 2, c'est donner de la visibilité et être intégré dans, les, workflows de ta boîte. Et 3, c'est créer la meilleure expérience pour les partenaires. Parce que si tu fais tout pour toi, eux, en fait, ils vont voir une black box et ça les intéressera pas. Donc en fait, pour matcher ces 3 éléments, moi, ce que j'aime bien faire, c'est me caler dans le CRM pour tout ce qui est, la prospection de partenaires et le lien avec les deals existants. Donc être lié avec mon HubSpot ou avec mon Salesforce. 2, avoir un tracking que moi je mets dans G-Sheet où je sais ce qui se passe avec chacun des partenaires, je connais mes next steps et je peux le donner en lecture au head of sales ou au CEO. Comme ça, ils voient avec qui je parle, quels sont mes next steps et voir un peu où est-ce qu'ils en sont. Et le troisième, c'est un PRM, mais que je construis plus sur l'expérience du partenaire. Moi, j'ai testé Intro là avec un client, c'est canon. J'ai hésité avec Euler aussi, qui est aux US, parce que ce que j'aime bien avec ces outils, c'est qu'ils ont des tarifs à l'entrée qui sont faibles, qui sont pas ceux de PartnerStack. Moi, j'aurais tendance à dire, si on n'est pas une boîte où on sait que ça va faire un chiffre énorme les partenariats dans 3 mois, de faire CRM, d'avoir son approche à soi. Donc moi, c'est un G-Sheet pour pouvoir le partager en interne. Et 3, un PRM dans les nouveaux. Donc tu as Keyflow, tu as Intro et tu as Euler qui sont à des tarifs corrects qui permettent de créer une bonne expérience pour tes partenaires. Ouais, c'est clair. On entend de plus en plus parler de Euler, de Euler et Intro. Je crois qu'ils ont tous les deux atteint cette semaine là des chiffres. Euler, il en a Il atteint fait un quoi? million. 1 million du coup d'ARR et Intro de 200 clients, si je dis pas de bêtises. Ouais, moi je suis avec Intro parce que j'avais testé un peu les deux et Intro était plus adapté. Et en fait, j'ai des bons feedbacks des partenaires sur leur expérience. Et c'est le plus important. Ouais, c'est clair, ça c'est super important. Ouais, je crois que les deux du coup sont complètement axés sur ce qu'ils appellent du coup la partner experience. Ils ont Et 100% raison. ouais, c'est clair. Et en termes de process, hein, c'est quoi du coup les priorités à mettre en place selon toi? En fait, alors, pareil, moi je suis dans une optique à chaque fois de communication en interne. Moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait un whimsical, donc en 5 étapes, qui va de comment je les sélectionne à comment je les onboard. Et en fait, pour chacun, je le montre en interne et je montre comment est-ce que je le fais. Donc en fait, sur la partie acquisition, tu vas avoir comment est-ce que tu arrives à les amener à discuter avec toi. Donc le but, c'est d'avoir en inbound, donc avoir ton site internet. En outbound, c'est d'avoir ta liste de cibles prioritaires avec une campagne soit de mail, soit aller sur un event. Et 3, limite, le plus fort de valeur, c'est sur tes clients existants et sur les discussions qu'on les a eues avec leurs prospects. Moi, est-ce que tu arrives à identifier des partenaires dans cet univers-là? Donc, donc là, c'est les 3 que je mets en premier pour me créer un peu mon pipe de rendez-vous. La deuxième étape, c'est plus se dire comment est-ce que j'arrive à les qualifier assez vite en leur donnant de la valeur. Que moi, ce que je fais, c'est que j'ai on va dire un outil comme Attention pour analyser mes calls et m'aider à faire des follow-up assez vite, etc. Et après, c'est sur l'onboarding. Donc, en fait, que en quelques étapes, il soit super clair sur comment est-ce que je fais pour mettre en avant ta solution vers mes clients. Ou alors, comment est-ce que je peux la valider en interne avec des aspects techniques, etc. Donc, c'est soit sur du sales enablement, soit sur du tech enablement. Et la dernière étape, une fois que tu commences à avoir un peu de pipe qui se crée, c'est comment tu arrives à faire du co-sell avec tes sales pour qu'en fait, tu aies vraiment la meilleure approche de collaboration. Donc, ça va de l'account jusqu'au co-sell que je mets en place assez vite. Et ça, du coup, comment tu mets en place du coup cette collaboration du coup avec les équipes internes, donc sales, marketing, product? Est-ce que t'as des rôles du coup clairs ou t'as des rituels ou des outils du coup que tu utilises du coup pour collaborer avec eux? Ouais, des rituels. En fait, j'ai un point au moins toutes les 2 semaines avec le head of sales où on parle des opportunités.
J'ai des points entre toutes les 2 semaines et tous les mois avec chacun des reps. Où on parle de ce qui se passe dans son pipe pour savoir comment est-ce que je pourrais les aider. Et j'essaie d'avoir un canal privilégié avec chacun de mes partenaires où j'essaie de mettre 1 ou 2 sales dedans pour qu'ils apprennent aussi à échanger avec ses partenaires. Donc c'est vraiment faire qu'on soit pas seul et qu'on ait de la communication qui se passe à tous les niveaux. Donc en fait, on devient limite un chef de projet en interne qui doit s'assurer que tout le monde se parle et on est juste un orchestrateur. Je sais pas de mon terme, mais c'est un peu le terme à la mode en ce moment, le écosystème orchestrator. Et je trouve que c'est vraiment un bon terme pour mettre en avant ce qu'on fait. J'ai vu passer, je crois que c'est Will du coup, Will qui lance un truc comme ça là, Ecosystem Orchestrator, avec, Justin Zimmerman. Non, lui, il sort un truc qui s'appelle Audience Led, je crois. Mais j'ai vu il y a un livre blanc qui est sorti il y a 10 jours sur ça. Je l'ai pas encore lu, qui a l'air assez intéressant. Il est sur Audience Sled, mais il vient il a annoncé là il y a quelques semaines qu'il se lançait sur un truc de orchestrer du coup des écosystèmes pour je sais plus quel PRM, mais bon bref, il lance un nouveau truc Ah, là-dedans. je pense que c'est en lien avec ça, ouais. Ah, il doit y avoir un gros lien. On passait du coup peut-être à la suite. Je m'arrête 2 minutes, mais n'hésitez pas. Je sais que du coup qu'il y a une question qui a été posée dans le chat par Clément. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va répondre du coup à toutes les questions à la fin. Donc n'hésitez pas à poser vos questions du coup dans le chat et puis on prendra une quinzaine de minutes si ça vous va. N'hésitez pas à remettre peut-être des éléments de contexte de questions pour qu'on puisse y revenir. Passons peut-être à la suite en termes de oula, clac clac clac. Ok. En termes de mise en place d'acquisition et d'activation. Désolé. Quelles sont les meilleures pratiques du coup pour identifier et prospecter ces premiers partenaires après du coup que tu aies eu du coup toute cette adhésion interne, mise en place du coup un peu des process, etc. Et qu'il faut commencer à y aller. En fait, faut chercher les proximités naturelles, on va dire. Faut pas forcer les choses au début. Faut prendre ce qui a l'air déjà un peu de marcher. Donc en fait, c'est de voir s'il n'y a pas des overlaps un peu avec les clients, de voir si dans tes clients, t'as pas des gens qui peuvent être tes partenaires, de voir s'il n'y a pas des intégrations qui sont évidentes. Imaginons que 100% de tes clients te demandent une inté avec un outil spécifique et tu es dans le monde du RH, cherche à t'approcher d'eux, voir s'il n'y a pas un truc à faire avec ce client-là. Et même, n'hésite pas à interroger tes clients et leur dire, bah, en fait, on lance le stream de partenariat. J'aimerais savoir avec qui vous travaillez aujourd'hui. Et c'est eux qui te donneront les meilleures réponses. Donc vraiment, cherche à faire le truc le plus simple au début. Et un trick qui marche bien, c'est prendre ta base de users de ton outil et tu cherches tous les users qui n'ont pas un domaine qui n'est pas le même domaine que le nom du client qui t'a pris la solution. Donc en fait, comme ça, tu auras tous les gens qui sont externes à ces boîtes-là et qui ont un accès en plus. Et tu pourras les appeler en disant, bah, j'ai vu que vous êtes utilisateur sans être client. Est-ce que vous êtes un partenaire? Est-ce que vous êtes intéressé? Et moi, avec Spendes, ça m'a ouvert, je pense, 5 ou 6 partenariats assez vite. Parce qu'en fait, ils te connaissent et tu as un premier step assez simple à mettre en place. C'est incroyable ça comme effectivement comme tips. Et puis bon, en fait, bah, interroger du coup finalement tes clients, c'est la meilleure manière de savoir ce qu'ils utilisent, quels sont leurs services, quels sont leurs besoins, comment est-ce que tu peux apporter finalement, comment est-ce que tu peux les aider en fait au quotidien et leur apporter de la valeur en créant du coup un écosystème. Donc effectivement ça fait complètement sens et tu verras que bon bah si eux ils ont tel besoin, ça veut dire qu'ils utilisent telle solution, pardon, ils utilisent telle solution, donc tu peux aller voir cette solution pour faire un partenariat et tu vas savoir que eux-mêmes ont un ICP du coup similaire au tien et donc tu vas pouvoir développer finalement ta base et collaborer du coup avec lui quoi. Donc ouais, effectivement complètement aligné avec cette méthode. Et comment après comment est-ce que tu structures du coup ces premiers entretiens avec tes partenaires? Alors, je différencie de quand tu as un truc qui est établi avec un lancement avec le zero to one. Moi, je fais plus une approche de discovery avec eux, plus que de pitch. Donc en fait, je sais à peu près ce que moi j'ai entre guillemets à leur vendre, mais je vais chercher à savoir ce que eux ils recherchent avec des partenariats. Donc je vais essayer de comprendre le contexte business qu'ils ont, c'est quoi leurs enjeux clients, comment est-ce qu'ils génèrent du revenu, et surtout, j'essaie de creuser où est-ce que on leur apporte de la valeur. Donc si je refais le lien et comme ça je pourrais répondre à la question de Clément, genre pour un partenaire, est-ce que ça sert à augmenter son CA parce que c'est une nouvelle offre qu'il peut mettre en avant, mais ça peut aussi servir à faire de la rétention client parce qu'en fait il avait du churn, il y avait avec notre solution ça permet de lui garder, donc c'est pas du top line, c'est la comment dire du maintien de client. Ou alors, ça peut même être pour lui au début de l'utiliser en interne pour ses équipes et plutôt qu'il en soit convaincu et qu'il évangélise autour de lui. Donc son gain, c'est pas du top line, c'est de la marge opérationnelle.
En fait, c'est vraiment de trouver où est-ce que mon produit ou les services autour de mon produit s'intègrent dans sa boîte. Et quand j'ai trouvé ce premier use case, je cherche pas à lui vendre la lune, je pars sur ça au début et j'essaie de le prouver avec lui et de créer, on va dire, un case study. Ce qui diffère de quand c'est bien établi, où j'ai mon pitch, et là je les recrute at scale, où je sais ce qui marche, etc. Mais là, on est dans le cas où on est au début, on est plus dans une phase un peu d'apprentissage. Ouais, je pars de leur contexte et je tente de trouver le use case qui marche bien avec eux. Je l'exécute, je vois qu'il marche, et après je le mets at scale. En fait, finalement, c'est complètement de l'avant parce que tu vas chercher eux, leurs besoins, leurs attentes, quels sont du coup leurs contextes, comment est-ce que toi, finalement, en récupérant ces informations, c'est un peu l'analyse, finalement, quand tu vas essayer de vendre un peu des pain points du client. Toi, après, du coup, ça te donne toutes les informations pour dire, bah voilà, en fonction de tout toi, ce que tu avais préparé, tu peux y répondre à ça, 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 pour pouvoir aider sur leurs enjeux, voire limite leur dire, bon, bah, c'est tes objectifs, nous, on pourra t'aider sur tes objectifs en faisant ça, 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 voire Yes. sur ton interlocuteur, donc ton champion, pour arriver à comment dire, à le mettre dans la boucle et c'est lui poser la question, ok, c'est quoi toi tes objectifs perso? Nous, on va pouvoir y répondre et t'apporter, pareil sur telle action, on va pouvoir t'aider sur tes objectifs, donc à avoir du coup ton bonus. Pareil sur la même chose sur le décideur, quelle est du coup la vision de la boîte et les objectifs. Enfin, Et et même en fait, c'est un bon point de le lier à la vente. En fait, si tu le lies un peu à la vente avec où t'as des demandes en inbound, et même en inbound, il faut creuser pourquoi est-ce que ça a la valeur pour eux, parce que sinon tu vas onboarder plein de gens qui ont pas de lien avec ton programme de partenariat. Donc en fait, faire cette discovery, même si t'es plus gros, c'est super important pour être sûr que les gens qui vont euh, associer leur marque avec ta marque soient vraiment ceux avec qui tu as envie de travailler. c'est clair. Vaut mieux faire de la qualité finalement que de la quantité. Il y a cette règle de la loi Pareto sur le 80-20 de dire qu'en fait finalement tu vas faire du coup tes objectifs avec 20% de tes partenaires. Bah, vaut mieux essayer de limiter, d'avoir que des P1 à se dire bon bah tu as réussi à filtrer, à dire non à tous ceux qui sont complètement hors scope, tous ceux du coup qui vont pas te générer du coup de business ou pas t'apporter du coup sur tes objectifs, en disant tu vas essayer en haut du coup du funnel d'avoir directement toutes les bonnes informations, de savoir qu'il est bien onboardé, savoir qu'il du coup il est bien activé, tu sais du coup pourquoi il le fait, pourquoi tu es là, pourquoi toi, pourquoi lui, etc. Et de savoir que ça va être une bonne collaboration qui va porter ses fruits, apporter du résultat et que bah, ton partenaire soit heureux, ton client soit heureux, qui est même d'ailleurs le plus important, et toi du coup tu vas atteindre tes objectifs et tes C-level sont contents, les équipes du coup sont contents de bosser en partenariat et à la fin c'est du win-win-win quoi. En fait, si ça marche avec toi, c'est la même chose que quand tu lances ta boîte avec ton produit. Tu as plus intérêt à avoir des premiers clients qui sont bien, qui sont des promoteurs, que d'en avoir 100 avec la moitié qui te churn au bout de 3 mois. Donc en fait, pour ton image, je pense que c'est plus intéressant de faire ça. On est vraiment sur le 0 to 1. Hein. On n'est pas sur le at scale. Hein. On est vraiment sur le 0 to 1 et je pense que c'est prioritaire de faire cette approche-là. Et ça, du coup, je parlais du coup de process parce que bon, là, on a parlé vraiment de l'identification et commencer du coup à discuter avec ton partenaire. Mais il y a toute cette phase du coup d'onboarding qui est importante. Quelles sont toi les étapes clés d'un process d'onboarding efficace? En gros, de l'onboarding, peut-être en une phrase, c'est que la personne avec qui on fait le partenariat se sente responsable de toutes les futures activités. Donc en fait, il faut tout lui donner pour qu'elle puisse être en mesure de faire fructifier le partenariat. Donc les étapes un peu clés qu'il faut, c'est qu'il y ait un honneur clair de chez eux avec un plan d'action. C'est souvent tu fais ça avec peut-être avec un kick-off qui soit en mesure de se former de façon rapide pour être efficace vite et que tu le mettes à disposition, on va appeler ça des kits, à travers du intro, du ELR ou du Keyflow et surtout que tu le lâches pas au début. Le début, c'est le plus important. Donc, en fait, durant les premiers jours, peut-être les 30 premiers, essayer d'avoir un point avec lui chaque semaine pour être sûr qu'il a lu les docs, qu'il a bien avancé. En fait, tu le tiens par la main pour lui permettre d'aller s'épanouir après. Donc, vraiment, c'est ownership, document simple à activer et accompagnement personnalisé au début pour être sûr que ça démarre de la meilleure des façons. Si on loupe le début, souvent on loupe la suite. C'est vrai que c'est super important. Généralement pour toi, le bon owner, c'est qui du coup dans une boîte? C'est qui? C'est un partnership manager, c'est un head of sales du coup ou un sales qui apporte du revenu? C'est champion, décideur? En fait, ça va dépendre de la typologie, mais tu vois, si tu es une autre boîte tech, un autre SaaS, ça va être un partner manager, souvent, ou la personne qui gère les partenariats chez eux. Si tu es avec une agence,
ça va être la personne qui peut être en charge de tous les sujets Ops avec le CEO. Donc c'est celle qui définit la strate des outils et qui les met en place. Ou ça peut être le sales si c'est plus un sujet sur la top line. En fait, ça va dépendre de qui a le plus d'intérêt à ce que le projet se mette en place. Et ça va sûrement être lui ton honneur chez chacun de tes partenaires. Si à un moment c'est un sujet pour l'équipement du parc existant, peut-être ça va être le head of delivery de ton partenaire qui sera le plus à même d'être l'honneur. Donc ça va dépendre un peu de chacun de tes partenaires. Très clair. Et selon toi, les leviers d'activation les plus impactants du coup au démarrage d'un partenariat? Je sais que du coup ça diffère entre les différentes typologies, mais c'était un peu un truc sur cette Ouais. phase de zero to one avec un truc un peu généraliste. En fait, il y a trois choses qui marchent selon les cas. Tu peux avoir du co-marketing un peu léger qui acte le fait qu'on commence à travailler ensemble. Tu peux faire un webinar, un article, etc. pour commencer à exister ensemble. Deuxième, c'est plus sur le revenu. Est-ce que tu peux pas avoir un deal un peu pilote que tu mets en place? Et l'idéal, c'est un deal qui vient de ta part. Comme ça, tu montres ton bon will depuis le début. Et le troisième point, c'est qu'en fait, ça soit super clair pour eux sur comment est-ce qu'ils vont gagner de l'argent avec ton activité. Donc en fait, c'est vraiment que ça soit bien formé chez eux, bien cadré chez eux, pour qu'en fait, ils pensent à toi assez vite. Donc moi, c'est vraiment les choses que j'essaie de faire assez vite. Donc le marketing avec un élément assez simple, un premier deal qui vient de ma part et les équipes qui sont bien au courant de comment est-ce que ça marche. Super clair. Maintenant, du coup, passons peut-être à la dernière étape, du coup, qui est plus sur la mesure et l'évolution de ton programme partenariat. Il y a déjà une question qui est, je pense, quels sont un peu les objectifs donc réalistes pour se mettre sur une première année. On entend souvent certains CEO qui se disent, bon, les partenariats, ils ont entendu auprès de leurs potes, de leur écosystème, de leur VC, que ça doit générer du coup 30%, 30% de CA, ce fameux 30% mythique dès la première année, voire je l'ai entendu et vécu ça a généré 30% au bout de 8 mois alors qu'il y avait rien. euh, quel est selon toi du coup des objectifs qui sont réalistes à mettre en place quand tu dois mettre en place une stratégie partenariat? En fait, encore une fois, je vais dire ça dépend de la boîte, mais je vais prendre un cas, comme ça on sera sur un cas. Imagine que tu pars sur un modèle agence avec du mid-market, donc avec des deals qui sont peut-être entre 30 et 100K. Bah, je dirais le but de la première année, c'est avoir un premier pool de partenaires que tu as onboardé. Donc, on va avoir peut-être entre 20 et 30. Ça veut dire qu'il faut que tu en aies vu au moins le double sur l'année, voire même plus, voire le triple. T'es peut-être généré une dizaine de deals que tu as travaillé avec eux, plutôt qui ont signé. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu aies généré peut-être entre 20 et 30 opos. Pour moi, c'est des choses qui peuvent être synonymes de succès. Donc, se dire, tu as à peu près une 20 à 30 partenaires que tu as onboardé et peut-être entre 8 et 10 deals que tu as signés sur l'année, qui vont sûrement arriver sur H2 et pas sur H1. Et que tu peux mettre en plus, c'est des éléments de co-marketing, parce que le but aussi du partenariat, c'est de développer ton awareness. Donc, c'est avoir peut-être sur l'année 3-4 activités qui ont été faites, une par quarter au début et après deux sur le dernier quarter. Je vais peut-être Donc en donner fait, 2-3 exemples, comme ça peut aider les gens. Avec Happy Day, moi j'avais commencé à les accompagner en mai, et en fait, on avait fait un premier événement en fin d'année, et là, ils ont fait 3 tables rondes avec des partenaires sur les derniers mois. Donc, on est à 4 sur la première année. On avait généré, je pense, à peu près sur les 6 premiers mois, entre 400 et 500 000 euros de pipe, mais ça a surtout signé à partir de H2. Et on avait à peu près onboardé, moi, quand j'ai à peu près en 6 mois, à peu près déjà entre 18 et 20 partenaires. Donc, on était sur ce rythme-là. Donc, c'est à peu près ce que je vois, et c'est pareil avec Attention, parce que c'est à peu près le même type de deal. Je pense que ces chiffres-là me paraissent assez intéressants. Donc, ça veut dire que tu es en mesure de générer peut-être au moins 500 000 d'ARR sur la première année, peut-être, je dirais, en ok. partant de 0-0. En fait, ce que tu dis finalement, c'est mettre en place des métriques qui te permettent. Enfin, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que fait finalement la première année, c'est pas une année pas une année blanche, mais presque, c'est plus une année de test, de se dire, en fait, tu vas mettre des métriques qui te permettent de pouvoir évaluer du coup évaluer et mettre en place ton plan partenariat, de dire bon bah en fait il faut que tu aies ciblé mettons entre 60 et 90 partenaires, que tu en aies onboardé entre 20 et 30 à la suite de quoi tu as pu tester avec plusieurs actions du co-marketing, du co-selling, Yes. du referral, etc., etc. Et là, du coup, tu vas pouvoir voir j'imagine, step by step, en posant du coup des objectifs à chaque étape pour arriver vers le final, comme c'est quand même de l'indirect, arriver à générer du coup du revenu, donc avoir du client, avoir du revenu du coup drivé du coup par le partenariat, quoi. Ouais, c'est un très bon point. En fait, ce qu'on a dit au niveau des objets, c'est la vision de la première année. Mais en fait, dans ce qui doit être discuté chaque semaine, c'est pas ça.
Ce qu'il veut discuter, c'est les différentes étapes qui prouvent que tu génères de l'attraction avec ton programme de partenariat. Donc, comme tu disais, c'est le nombre de feedback que tu as de partenaires au début, le nombre d'oppos qui sont créés, le nombre d'apprentissages que tu fais, le temps entre l'onboarding et la première activation. En fait, c'est tout ça qui permet de te dire, OK, je vois que ça commence à marcher. Voilà, sur ces points-là, je peux accélérer. C'est super intéressant d'avoir ces éléments plus opérationnels qui sont en lien avec la vision de la première année, mais qui permet d'être concret sur ce qui se passe au niveau de ton programme de partenaire. Ouais. Ok, trop cool. Je pose une dernière question et après on va passer aux questions du coup du chat. Je vois que Amine, Clément, vous avez posé quelques questions. N'hésitez pas à en mettre quelques-unes du coup en plus si vous avez des questions sur les différentes thématiques du coup qu'on a abordées, que ce soit sur la stratégie, sur l'acquisition, onboarding, animation, etc. Dernière question, même si j'en ai encore pas mal, donc je pourrais faire tout le Q&A à moi tout seul. Ouais, je sais, ouais. On a plein en réserve. Je pourrais même faire un extra du webinar. Mais peut-être dernière question, les KPIs, je pense que c'est ultra important, mais savoir du coup quels sont les KPIs à suivre dès le début de l'aventure. C'est assez lié du coup aux objectifs. En fait, en gros, je vais dire deux trucs. Moi, ce que je pitch un peu à mes clients, c'est en 3 mois, tu peux valider de l'intérêt. En 6 mois, tu peux valider les opportunités. En 9 mois, tu peux valider du revenu. Et en 12 mois, tu peux valider un aspect scalabilité d'un segment. Donc, ça permet de se dire à peu près, voilà sur un an, comment est-ce que je peux le piloter. Et les KPI qui vont servir à ça, c'est le nombre de partenaires que tu rencontres, le nombre que tu onboard et que tu actives. Donc en fait, tu as tout ton funnel de partenaires. Après, quel est le taux d'engagement qu'ils ont. Donc en fait, tu peux le suivre avec Intro ou avec Kiflo, avec Euler, voir s'ils interagissent souvent avec ton contenu. Donc ça, c'est pour voir vraiment comment eux, ils interagissent avec ta boîte. Et après, il y a le côté euro, c'est le pipe qui génère et comment dire, les euros qui t'ont influencé au niveau de la boîte. Ce qu'il faut dire, pendant les premiers mois, on peut mixer le sourcer et le influencer, parce que le but, c'est qu'on intègre les partenaires dans la façon de travailler. Et je préfère mettre une target de touched plutôt que de source pour les premiers mois. Comme ça, on s'emmerde pas à dire, en fait, c'est moi, c'est toi, etc. On les paye, on crée la valeur commune et après, on commence à le standardiser. Smart, j'avais jamais. Tu m'apprends un truc parce que du coup j'avais jamais vu ce truc-là. Parce qu'on effectivement on voit plutôt le source plutôt que le touch, influence, etc. Alors qu'effectivement ça permet d'avoir un truc assez low, de se dire bon finalement le closing du coup est fait par les sales, il y a de l'impact du coup du marketing, mais là on veut essayer de commencer à traquer du coup l'impact des partenaires sur ces premiers mois quoi. Bah, tu vois, je vais prendre un exemple. Il y a un deal justement qu'on est en train de finir qui est donc à 75K. Je pense que le deal était signé à 80% et le partenaire a fait un workshop avec le client la semaine dernière. Il lui a dit non mais faut prendre attention et on a signé avec ça. Donc en fait au final, moi j'ai aidé sur la fin, mais ce mec on va le payer parce qu'il nous a aidé à signer et ça montre l'attraction qu'il y a. Et après il va nous aider sur les suivants. Donc il n'y a pas de sujet de source ou d'influence, c'est écosystème en fait et ça marche. Ah, c'est incroyable. Passons aux questions. On a une première d'Amine qui dit, est-il envisageable de créer une équipe de partnership manager en full remote? Est-ce courant dans le métier? Je pense que tu peux bien répondre à cette question. En fait, oui, c'est possible. Mon client, il est aux US et je suis à Aix-en-Provence, donc ça marche depuis 9 mois. Par contre, je ça me manque de pas pouvoir être à côté d'eux au bureau. Donc je trouve que le meilleur mix, c'est de pouvoir y aller. Le meilleur mix, c'est celui que j'avais avec Epidé avant. J'y allais 4 jours par mois et je faisais des points avec eux sur ces jours-là. Donc après, ça marche si tu es en mesure d'aller les voir de temps en temps, d'aller sur des salons et surtout que tu as une com sur Slack qui est vraiment super optimisée parce que sinon tu vas perdre de l'info. Donc du 100% remote, c'est compliqué sur la durée, mais du mix, ça marche. Ok. On a une question de Clément. Donc encore Clément. S'intégrer au produit d'une autre boîte, c'est toujours en marque blanche. Si c'est le cas, comment faire du upsell si tes autres fonctionnalités, services à ses utilisateurs? Non, ça peut être aussi en co-sell, ça peut être au même niveau. Je prends un cas avec Attention, on s'intègre avec Aircall et j'ai une session avec eux ce soir pour qu'on fasse du co-sell où on met les deux solutions en parallèle quand on en parle à un client. Donc c'est pas forcément de la marque blanche. Et après, si jamais c'est en marque blanche, l'upsell sera fait par ton partenaire qui est celui qui te revend. Donc toi, il faudra que tu le formes pour qu'il puisse être en mesure de faire de l'upsell. Ouais, une question de Max. Est-ce que tu as des tips pour générer des partenariats avec des fonds d'investissement STP? Merci. Moi, j'ai déjà fait avec des VC et des fonds de private equity.
Sur les fonds de private equity, eux, leur but, c'est, optimiser les boîtes pour le moment où ils l'ont dans leur portefeuille. Ils vont plutôt s'intéresser aux gros sujets. Donc si t'es pas du NetSuite ou si t'es pas un CRM et cetera, tu vas avoir du mal à avoir du lien avec eux, à moins que tu aies un gros impact sur la boîte. Donc c'était assez dur à mettre en place. À l'inverse, pour des VC, si tu arrives à être sur une solution qui est chère et qui leur permet d'accélérer les boîtes sur certains sujets, ça peut marcher. Donc si je résume, pour les VC, c'est plutôt une offre avec un discount fort pour convaincre les boîtes et qu'ils les équipent assez vite avec un tarif préférentiel. Et pour les fonds de PE, il faut vraiment être sur un sujet qui est clé pour eux dans la transfo des boîtes. Et souvent, les boîtes, on est rarement à ce niveau-là quand on est en série A ou en série B. Ouais, c'est clair. Et bon, c'est cool, on a quand même pas mal de questions. Kevin, merci à tous les deux. Merci Kevin. Thomas, as-tu déjà fait un no-go sur une mission sur laquelle les critères de réussite ne te semblaient pas réunis? Ouais. Alors c'est dur de faire un no-go comme ça. J'ai pas encore trouvé la meilleure façon de le dire, mais j'ai déjà eu le cas. Je leur ai dit, c'est pas le moment, on se reparle dans 6 mois, et je leur ai expliqué pourquoi. Donc, mais c'est pas le plus simple à dire, mais je l'ai déjà fait. Faut savoir dire non. Que ce soit Après, avec des missions, des et deals, des ouais. clients et des partenaires. Parce qu'en fait, en gros, je leur dis si je le prends, c'est bête pour moi parce que je vais pas pouvoir vous apporter de la valeur et ma valeur perçue va être plus faible. Donc en fait, c'est pas dans mon intérêt de prendre la mission avec vous. Ouais, je trouve que c'est une bonne Et je approche. pense que dans les cas, pour donner peut-être un peu plus de détails, c'est si ça passe par un opérationnel qui me remonte et que j'ai que un mini point avec le CEO, souvent je leur dis tant que je n'ai pas un point seul avec le CEO, je n'avance pas sur le sujet ou avec le CRO. Et c'est un moyen pour moi aussi de mettre un no-go si je sens qu'il n'y a pas un sponsorship qui est assez haut dans la boîte. T'as déjà eu ce genre de cas où en fait finalement c'est un head of par exemple qui veut te proposer une mission et t'as pas le lien direct avec le CEO? Ouais, ouais, j'ai déjà eu, ouais. Et c'était compliqué. Et là, j'ai un prospect avec qui je parle, où j'ai eu un call avec le CEO. C'est pas trop lui qui porte le sujet. En fait, c'est un peu dur. Et je me dis, tant que j'ai pas clarifié ça, je démarrerai pas la mission avec eux. Parce que ça veut dire que j'y arriverai pas après. Donc moi, c'est un moyen de me l'assurer avant qu'on démarre. Ouais, je me souviens d'une discussion qu'on avait il y a 1 an sur ce sujet, avoir l'alignement avec les C-level. Sinon, c'est impossible de fonctionner parce que si t'as pas l'adhésion, en fait, je te rejoins 100. Tu peux pas avoir un impact sur les autres équipes, sur enfin cross function avec les sales, marketing, produits. Tu arriveras jamais à, pour le produit, être bien appliqué dans la roadmap parce que du coup, ce sera pas le CTO ou le CPO du coup qui va référencer du coup pour pouvoir changer la roadmap ou aller inclure du coup des partenaires et des intégrations. Tu vas avoir difficilement du coup les sales avec la relation du coup avec les sales pour leur apporter de la valeur et les convaincre du coup des partenariats. Donc c'est clair que je comprends du coup ta vision de dire si j'ai pas le CEO ou le CRO, j'y vais pas. Ça m'intéresse pas. Nabil qui nous demande est-ce faisable de se lancer dans la prospection partenaire alors que le produit version SaaS n'est pas encore disponible? Pour moi, c'est pas incompatible. Euh, Si ton produit, il est super technique et que dans tous les cas, il doit être mis en place par des gens qui ont plus d'expertise que toi, ça me paraît pas déconnant. J'ai un prospect avec qui je parle. Le produit, il le lance vraiment cette année là, en mars, et ils veulent faire du partenariat depuis le début parce que c'est très technique et il y a besoin, comment dire, d'entraîner les modèles d'IA pendant 3 mois avec le client. Et eux, c'est pas ce qu'ils font. Donc il y a besoin d'avoir des partenaires dès le début pour pouvoir signer avec eux. Par contre, c'est une autre approche de partenariat, c'est que tu vas être encore plus strat avec eux au début parce qu'ils investissent sur un truc qui n'existe pas encore, mais ça peut largement marcher. Ouais, et donc du coup, vraiment en synthèse, c'est que ça fonctionne pas pour tout le monde. Se lancer en partenariat du coup dès le début, c'est possible. C'est le cas, on a reçu du coup qui travaille du coup avec Morgane chez Defacto. Defacto se sont lancés 100% partenariat du coup à Day One. Donc ce qui est possible, mais je trouve qu'il y a un stade de maturité pour chaque partenariat. Et si tu te lances au début, c'est quelque chose qui est très particulier, c'est que tu as 100% de ton go-to-market qui va être en indirect, ou alors tu vas être sur des intégrations. Ouais, c'est ça. Et qui seront pas forcément pour certaines boîtes, il vaut mieux commencer quand tu es plutôt en série A, à déjà ta sales motion qui est lancée, tu as quasiment atteint ton product market fit et là du coup pour te lancer, les partenariats deviennent un peu l'extension du coup du sales où tu passes de 100% sales lead gross à progressivement tu viens toi euh, passer de 0 à je sais pas 30% partenariat sous X années pour atteindre du coup potentiellement la série B, etc. C'est pas vraiment Et, les mêmes ouais. Et types de après, tu partenariats. vois, si tu as de l'embedded comme ils font,
tu obligé de faire ça au début parce que tu es une brique techno et c'est ta façon d'aller sur le marché. Mais après, moi, ça me choque pas de se dire, bah, je veux un outil qui va être vendu que presque en channel depuis le début et j'ai pas envie de le vendre moi-même. Et en fait, tu peux le faire. C'est juste qu'en fait, ça demande beaucoup de préparation en amont, mais pour moi, c'est pas incompatible. C'est un marché en plus qui n'est pas le tien, peut-être un nouveau marché à l'étranger, etc. Il n'y a pas de problème. On a une question de Brice. Heu, Comment driver ton réseau de partenaires quand les commissions sont faibles, pourcentage d'un MRR assez bas? Peut-être c'est une réponse un peu directe, mais il n'y a pas de valeur pour eux, donc tu auras du mal à le driver. Donc en fait, il faut que tu arrives à trouver un autre élément de valeur. Si tu es sur un sujet peut-être de l'affiliation, imaginons tu vas prendre un cas à la Lemlist, peut-être que les gens ils ont plus envie de mettre en avant avec ton outil les services qu'ils pourraient vendre avec des templates, etc. Donc c'est plus les équiper en marketing. Tu vois, quand tu prends le programme de Lemlist, ils font, j'ai vu sur leur offre, ils font je crois des 200 000 de MRR, un truc comme ça avec les partenariats, et c'est une personne qui vient du marketing avec des faibles commissions. Donc en fait, pour moi, la valeur numéro un, c'est pas la commission, c'est autre chose. Donc, il faut que tu arrives à trouver cet autre axe qui peut être du marketing ou qui peut être de la vente de services, si c'est ça qui a de la valeur pour eux. Ouais, c'est clair. Oui, effectivement, on en parle pas suffisamment. Il y a beaucoup de gens qui parlent, enfin, il y a beaucoup de personnes qui pensent que la seule valeur que tu apportes en partenariat, en indirect, c'est les commissions. Alors finalement, il y a plein d'autres, avantages non financiers que tu peux apporter à tes partenaires, tout dépendant du produit, ton produit, ton service, de l'industrie et de ses besoins, de ses attentes, ses objectifs et cetera. Mais ça peut être, effectivement du service, ça peut être, de l'aide, ça peut être de l'échange de leads, ça peut être, du co-sell, ça peut être de la présence, enfin ça peut être de la présence sur des salons, sur des événements, développer enfin une aide à développer du coup le réseau, ça peut être du co-marketing. Enfin voilà, il y a, grossir du coup l'audience, il y a beaucoup de choses qui peuvent être, effectivement, apportées. Ouais, en fait, juste la question de Kevin sur le service, on va prendre un exemple. Quand une agence HubSpot, elle met HubSpot en place, peut-être qu'elle va toucher une com de 20% sur la licence annuelle, je fais un truc en hasard, donc elle va peut-être toucher 20 000 euros, mais elle va vendre 150 jours homme à 1000 euros le jour homme, donc elle va vendre 150 000 de services par rapport à ces 20 de RevShare. Et je crois que quand tu regardes les chiffres, c'est assez connu, je crois, avec l'écosystème de Salesforce, pour 1 euro de software, tu as 7 euros de services qui sont vendus. Donc en fait, c'est vraiment tout ce que tu peux vendre autour de l'implémentation et de l'utilisation de ton outil. Ouais, c'est clair et ouais, je suis assez d'accord. Bah, Kevin nous dit, exemple aussi l'écosystème, Shopify. Je crois quand tu deviens un hyperscaler ou que tu viens enfin déjà, au à minima une grosse boîte ou un hyperscaler, effectivement, toi, la valeur que tu génères, pour tes clients, ça est multipliée en fait pour tes partenaires. Je crois qu'il y avait aussi, un chiffre qui était de 1 € égale 10 € dans l'écosystème, heu Microsoft. Microsoft, je crois qu'il fait C'est possible. 95. Alors, je pense que c'est les mêmes ordres de, ouais, c'est les mêmes ordres de grandeur à chaque fois. On pourrait demander Ouais, à Corinna, je pense qu'elle sait, mais je pense que ouais, c'est cet Corinna ordre de Dossard. grandeur, ouais. Hem, Peut-être une dernière question. Est-ce que tu aurais un conseil du coup à partager à soit une personne du coup qui se lance en partenariat, et qui enfin une personne, un head of qui doit lancer du coup sa stratégie de partenariat, un freelance du coup qui veut se lancer à créer du coup sa stratégie, heu, un conseil pour quelqu'un qui veut faire du zero to one? En fait, c'est un conseil que je me donne souvent à moi-même. En fait, c'est un peu comme un sales. Tu vas te prendre des portes tout le temps, mais le but, c'est de trouver ceux qui marchent et ceux avec qui tu vas investir du temps. Donc, c'est normal d'avoir dans tes journées des noms, d'avoir des gens avec qui ça marche pas. Quand tu es au début et qu'il faut que tu mettes en avant ta boîte, il faut aller sur les salons, il faut se prendre des portes, il faut aller creuser, aller faire évoluer sa vision et son offre. Et tu vas voir que ton pitch, il va s'améliorer. Alors que si tu cherches à le travailler pendant 3 mois et que tu y vas, là, peut-être que tu es sur la mauvaise voie. Donc, je dirais ne pas avoir peur de tester et d'apprendre sur le terrain et ne pas rester en chambre pendant des mois avant de le lancer. Et prendre une personne comme moi pour vous aider à le faire, par exemple. Très bon placement, C'est la dernière minute. J'ai le droit, c'est la dernière minute. et tu as 100 tu as 100 le droit. 100 le droit et peut-être du coup une actualité ou quelque chose que tu veux nous partager? Je suis un peu triste que le Catalyst, ça soit que à Seattle. Donc, le gros event pour, pour les partenariats aux US qui était, je crois, du 13 au 15 mai, qui est loin et qu'on n'ait rien un peu en Europe, nous. Je trouve ça un peu dommage qu'on n'ait pas ce genre de choses en Europe. Ouais, c'est c'est un bon point. Là, c'est quelque chose, ils peuvent Donc créer ça peut être ça. intéressant de suivre ce qui se sont dit dans les derniers jours. Moi, je pense que je vais le faire. Ça va être de voir les tendances sur le sujet, mais ça serait intéressant qu'on ait un peu la même chose en Europe. Ouais, je suis d'accord. J'ai discuté avec quelques personnes du coup, heu,
commençons peut-être step by step. Je suis 100% aligné avec toi. Je suis persuadé. Enfin, aux US, ils ont un gros écosystème. Il y a beaucoup de boîtes, beaucoup de personnes. Du coup, ça fait 100% sens qu'ils aient lancé ça. En Europe, l'écosystème est en train de se construire. Il y a des choses à faire. J'espère qu'avec Partnershift, en tout cas, effectivement, c'est quelque chose que que j'ai bien en tête. On verra si je le fais, si je le fais ou pas. En tout cas, je me commit pas aujourd'hui, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire, à minima en France et euh, et si possible en Europe où on a un bel écosystème avec des cultures un peu différentes. Donc, je pense qu'on aurait chacun tous à apprendre ensemble. Mais bon, euh, on verra bien. S'il y a des gens intéressés, n'hésitez pas à m'envoyer un DM. Yes. Bon, du coup, l'épisode touche à sa fin. Merci à tous d'avoir participé à cet épisode. Vous allez recevoir un petit mail, l'humain. Donc, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, un commentaire. Ça nous aide beaucoup à améliorer le format et à aussi nous donner de la force du coup pour continuer à aller chercher d'autres experts sur d'autres thématiques. N'hésitez pas à mettre du coup les thématiques que vous souhaiteriez qu'on aborde, même si vous avez des noms, des recommandations, ou même si vous souhaitez partager. Euh, En tout cas, merci Thomas. C'était un vrai kiff de Merci pour préparer. l'invitation. C'était cool, ouais. On avait plein de trucs en plus, mais on n'a pas eu le temps, donc il y aura peut-être un V2 à l'avenir pour faire le reste des sujets. Ouais, je pense que j'ai un peu bugué tout à l'heure parce que je regardais un peu toutes les questions et je me On en suis a rendu beaucoup, compte ouais. On en a beaucoup en qu'il y a réserve. la moitié, on n'a pas, il y a la moitié qu'on n'a pas abordé. Je trouve ça absolument incroyable. On a une ressource. Bon, on réfléchira pour un prochain épisode. En tout cas, retrouvez-nous dans 2 semaines. On sera avec Frédéric et on parlera du coup des partenariats avec les systèmes intégrateurs et Global System Integrator, tout ce qui est l'univers du service, donc partenaire de service. Ce sera super intéressant. Vous allez recevoir une invitation dans la semaine prochaine. En tout cas, merci à tous. Très bonne journée et à très bientôt sur Partnership Zero to One.